Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro de Gros Plan. Nous recevons pour vous aujourd'hui Irénée Agossa. Il est ancien directeur général de la SONACOP, le nationaliste devenu depuis quelques jours démocrate. Il est aujourd'hui sur ce plateau pour nous parler de son actualité, bien sûr. Depuis quelques jours, il est également sur le terrain. Qu'est-ce que Irénée Agossa pense de la présidentielle 2021? Pourquoi est-ce qu'il a choisi d'adhérer à les démocrates? Autant de sujets que nous allons décrypter ce matin sur Gros Plan. Merci de nous suivre. Et sur ce plateau, je suis avec Anno Doumahou pour recevoir notre invité. Anno, bonjour. Bonjour, cher ami Koshimo. Bonjour, président Irénée Agossa. Bonjour à vous tous et bonjour aux internautes. Alors, le sujet le plus préoccupant aujourd'hui, c'est la présidentielle, bien évidemment. Mais d'abord, pour ce qui vous concerne, votre adhésion au parti Les Démocrates intéresse nos internautes. Pourquoi ce choix? Merci. Je crois que c'est une petite histoire qu'il faut mieux comprendre parce que j'étais à la création du parti puisque les camarades m'ont fait l'honneur de me permettre de présider la commission diagnostique, donc la sous-commission diagnostique qui avait travaillé pour la naissance du parti, donc j'y étais. Donc je ne suis pas étranger à la maison, dans cette maison-là. Mais pourquoi nous n'avons pas intégré juste après? C'est parce qu'il fallait informer toutes les structures d'abord du parti et que nous intégrons c'est les réalités et les principes de ce parti avec ce que nous voulons faire et ce qu'on est en train de faire et surtout par rapport à notre ambition. Donc on a fait tout ça. Et dès que nous sommes prêts, donc, on l'a adhéré officiellement. Nous avons adhéré, d'autant plus que c'est le cadre indiqué aujourd'hui pour faire face au pouvoir en place, puisque nous sommes de l'opposition. Pourquoi c'est le cadre indiqué? C'est le cadre indiqué. Il y a d'autres formations. Il y a le le parti Force Bénin émergent. Le MPL de Korogoné aussi. Ce n'est pas notre choix. Oui, on dit que donc ce n'est pas notre choix. Nous disons que c'est le cadre idéal pour nous autres. Le cadre idéal pour nous autres. Donc d'autres peuvent faire ce choix, ce qui n'est pas du tout quelque chose qui va nous surprendre. Mais ici, en ce qui nous concerne, ce cadre est le plus indiqué pour nous, pour que nous puissions gagner les élections prochaines. Parce que vous y retrouvez certainement beaucoup d'anciens camarades qui étaient avec vous sous le régime Yahi. Loin de là. C'est surtout la vision et la démarche qui, en fait, incarne bien sûr ce parti. Donc la démarche a été claire, le diagnostic a été suffisamment fait et la méthodologie mise en place convient bien sûr à ce qu'il faut pour que nous puissions faire face, comme je vous dis, à ce qui est là, qui n'a rien d'ordinaire. Oui, mais là, le problème fondamental, c'est que c'est un regroupement de circonstances. C'est qu'on se regroupe à un moment donné, c'est connu chez nous, pour faire face à un homme, et après, bon, chacun repart. Nous ne faisons pas face à un homme, nous faisons face à un système. Nous faisons face à un système, parce que quand je parle de diagnostic qui a été fait, nous faisons face à un système, d'autant plus que vous ne pouvez pas dire que ce parti est le parti de telle personne. C'est un parti d'un ensemble de forces qui s'est mis en place, qui est dans un processus de conquête du pouvoir et qui s'est totalement mis sur l'échiquier en tenant compte de son identité. C'est clair, c'est un parti de l'opposition. Donc nous n'avons pas du tout l'intention de rester comme les autres, comme d'autres partis, comme ça a été peut-être dans le pays, où c'est juste face à un homme. Non, ce n'est pas face à un homme, c'est face à un système et nous avons une vision de développement du pays. Nous avons l'expérience qu'il faut, nous avons les hommes qu'il faut pour que nous représentons de façon valable l'alternative. Mais vous êtes un homme averti de la chose politique chez nous. Vous savez que ces gens de regroupement circonstanciel ne durent pas. C'est pas circonstanciel, c'est vous qui le dites, bien sûr. Et vous pouvez le dire puisque c'est permis que vous le dites. Mais quand nous serons face aux réalités, vous allez voir que ce n'est pas circonstanciel. C'est à nous de vous prouver que ce n'est pas circonstanciel. Donc c'est à nous, dans nos comportements, dans la réaction, dans la démarche, que vous puissiez vous rendre compte que, oh là là, je me suis trompé. Et qu'aujourd'hui, le Bénin a besoin, bien sûr, des formations politiques dignes du nom
qui ont une vision, qui ont les hommes qu'il faut, qui ont l'expérience qu'il faut pour pouvoir répondre de façon positive aux besoins du peuple et qui pourra bien sûr s'inscrire dans une ligne claire et déterminée. Une ligne claire. Aujourd'hui, notre ligne est claire. Notre ligne est très claire. C'est que nous sommes dans l'opposition face au pouvoir en place. C'est tout à fait clair. Vous ne proposez pas une alternative par rapport à ce qui se fait, puisque vous êtes en train de combattre un système. En principe, on devait lire clairement ce que vous pensez proposer. Nous sommes dans une démarche, vous savez que nous avons fini les formalités administratives du parti. Là maintenant, nous avons le récépissé. Et si vous suivez ce que notre processus d'enracinement, vous allez comprendre que de plus en plus, nous allons dérouler, puisque c'est fait dans les tests, mais nous allons dérouler ce que nous proposons comme alternative face au pouvoir en place. Je peux vous dire que c'est bien conçu, c'est tout à fait cohérent et cela répond bien sûr aux besoins du peuple. Nous sommes un parti qui s'inscrit dans l'ordre d'un parti populaire. C'est un parti du peuple. L'important pour nous et la force de ce parti réside dans la foi, la conviction et l'engagement du premier au dernier militant, où qu'il soit, pour que nous puissions faire en sorte que nous ne tombions pas, bien sûr, dans le schéma classique dont vous parlez, caractérisé par les guerres stériles de pouvoir et les rancœurs basées sur les problèmes ethniques, etc. Non. Nous avons évité cela. Et nous sommes en train, bien sûr, de prendre toutes les dispositions. Et nous l'avons déjà pris pour que cela ne soit pas une réalité chez nous. Ce parti est un parti du peuple, un parti populaire, un parti qui, en fait, permet au peuple de se retrouver. Et retrouver, bien sûr, sa souveraineté, regagner sa souveraineté et l'exprimer à travers les unes et à travers les lignes qui doivent être respectées dans un principe démocratique. Tous les partis se sont toujours réclamés du peuple. Est-ce que votre schéma ne risque pas de finir comme les FCBE qui, pendant 10 ans, ont tenu fort derrière un homme? Et puis bon, après, on sait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les démocrates, quoi qu'on dise, c'est également autour d'un homme, le président d'honneur Boni Yayi. Est-ce que dans quelques années, ça ne risque pas donc de finir comme les FCBE? Le président d'honneur, c'est une référence charismatique du parti. C'est une référence charismatique du parti. Donc, ce n'est pas lui-même d'abord ne se réclame pas avoir un parti. Non, c'est totalement différent de la FCBE. La FCBE était un parti au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons les démocrates qui se sont mis en place dans une logique de reconquête du pouvoir. C'est totalement différent. Ce n'est pas dans la même logique. C'est peut-être la présence de Boni Yayi qui vous a convaincu. Ce n'est pas dans le même contexte. C'est peut-être la présence de Boni Yayi qui vous a convaincu d'aller là-bas. La présence de Boni Yayi est un acquis. Donc pour nous, si nous avons une ressource humaine, comme le président Boni Yayi, il ne faut jamais cracher là-dessus. C'est une bénédiction, nous allons dire. C'est une chance pour nous, que tous les autres partis veulent d'ailleurs. Les autres partis veulent, y compris même les partis au pouvoir. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État lui tend toujours la pêche en disant « je veux la paix avec mon grand frère », etc. On veut toujours qu'une telle référence charismatique, de cette carrure, ayant une telle histoire, un tel carnet d'adresse dans notre pays, soit à côté. C'est indispensable. C'est indispensable pour non seulement la suite, c'est indispensable pour que nous collions à l'histoire et ne pas reprendre les mêmes erreurs que ce que nous avons connu dans le passé. Donc, et de pouvoir mieux apprécier ce qui se passe actuellement. Donc, je peux vous dire que nous sommes en train d'entretenir sérieusement et prier pour cette référence et charismatique que nous avons et qu'il soit toujours à nos côtés pour la suite du combat. Vous parlez de cette référence et justement, quand vous voyez un peu les démocrates, vous avez l'impression d'avoir deux camps. Vous avez
les rescapés FCBE avec derrière le président Boni Yahi qui demande une bénédiction pour vous. Et vous avez de l'autre côté des rescapés de l'Union progressiste, de l'Union fait la nation. Certains sont partis créer l'Union progressiste, donc d'autres sont restés. Et alors, quand vous regardez un peu les démocrates, vous avez l'impression que ceux qui sont les rescapés FCBE sont peut-être un peu plus légitimes parce que c'est de l'autre côté que nous avons le président Boni Yahi et que en face, vous avez les rescapés de l'Union fait la nation avec Eric Rouneté et autres. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au finish, ça peut clasher à tout moment? Moi, je suis rescapé de quoi? Mais vous êtes le nationaliste. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que de rescapés. Parce que si nous allons entrer dans vous êtes en minorité, dans ce schéma-là. Donc ça veut dire qu'il y a encore une autre minorité qui constitue encore un autre groupe. Donc vous n'avez pas fini le diagnostic. Non, allons au-delà de ça. Allons au-delà de cela. Ce qui nous réunit ici, c'est de pouvoir restaurer la démocratie. Ça, c'est important. Mais cette question, c'est par rapport à la présidentielle. Non, pas par rapport à la présidentielle. Pas par rapport à la présidentielle. C'est un principe. C'est un principe que nous sommes en train de mettre en place et de faire respecter. Donc c'est ça qui nous unit. Ce qui nous unit est au-delà de ce que vous avez énuméré. Chaque homme politique a son histoire. Vous prenez même Macron, le président Macron qui est là, a un parcours politique. Et chacun a son parcours politique. Donc, les hommes ont leur parcours politique. Mais à un moment donné, ils se regroupent par rapport à une vision, à une démarche politique, à un objectif. Et ils se mettent ensemble. Il n'est pas exclu qu'au cours de la marche vers cet objectif, qui est certain, qui regroupe, qui se trouve encore, qui a une méthode plus appropriée. Ça se passe partout. Ça se passe partout. Mais en restant dans la logique réelle, la logique qui nous a mis ensemble, c'est que nous voulons qu'il y ait un changement dans notre pays. Nous voulons rectifier cette rupture qui a totalement détruit le corps spirituel du pouvoir à la tête du pays et qui a mis tout l'accent sur le corps physique mortel du chef de l'État à la tête de notre pays. Donc, notre pays a connu une rupture totale face à ce qui est positif et laisser la continuité dans la négativité. Aujourd'hui, vous prenez le chef de l'État, il n'est calme par la nation. Donc, ça veut dire que le corps qui doit incarner la nation n'existe pas. Il a totalement détruit. Comment il n'incarne pas la nation? Il a détruit. Il est le père de la nation. Non, c'est ça ce qu'on dit. C'est pourquoi on dit les pères de la nation. Le père de la nation est dans une continuité et ne se détruit pas. Et c'est dans l'éternité. C'est pourquoi on dit souvent le roi est mort et vive le roi. Le principe reste. Mais il n'est pas tenu de continuer à faire la même chose que l'ancien père de la nation. Il y a une image. Il y a une image. Aujourd'hui, ce qui reste de vous, ce qui reste dans chaque Béninois, en ce qui concerne le président Kérékou, ce n'est pas son corps physique. Ce qui reste du président Kérékou, c'est qu'il a incarné à un moment T de sa vie, à la tête de l'État, la nation. Et c'est resté non seulement au niveau de ceux qui l'ont connu, mais des générations qui, en fait, ne l'ont même pas connu. Mais rien ne dit que donc, je veux vous dire que c'est une suite. Mais lui, il a systématiquement détruit ça. Il n'a pas hésité à détruire tout ce qui concerne même l'image du général Kérékou. C'est pas fini. C'est que dans son discours, il voit que plus personne n'a rien fait. C'est comme s'il a pris un pays désertique en main. C'est lui seul qui fait tout. En 2016, il avait dit tout est à reconstruire dans le pays. Donc tout est à reconstruire dans ce pays. Tout est à reconstruire. Pourquoi il n'a pas détruit l'échangeur? Pourquoi il n'a pas détruit tout? C'est se mettre dans le concept de l'immortalité de son corps physique. Ce qui est une erreur. Le chef incarne la nation. Incarne la nation d'une part. Et ensuite, est un chef physique. Et ça, lui, il n'a pas pu concilier les deux corps dont on a besoin. Et là, il faut que nous essayions de revenir là-dessus et faire en sorte que nous ayons un chef qui incarne la nation et qui encore physiquement est un chef et qui a des besoins lui-même. Mais ici, c'est que c'est ses besoins et lui seul qui tient.
Dans tous les domaines. Parce que les Béninois n'étaient pas peut-être très habitués à cette méthode, entre griffes un peu brutale. Il n'y a pas de méthode brutale pour gérer un pays. On enseigne tout de même. Il y a le management de la gestion d'un pays. On ne gère pas un pays comme une maison. On ne gère pas un pays comme une entreprise tout de même. C'est peut-être la rigueur du président Patrice Talon qui... Nous avons besoin d'autorité dans le pays. C'est justement cette autorité qui essaie d'incarner dans le pays. Mais nous n'avons pas besoin d'oppression. Et nous n'avons pas besoin d'oppression. C'est ça ce que je vous dis. Nous n'avons pas besoin d'oppression. Nous n'avons pas besoin de réduction des libertés. Nous n'avons pas besoin de tout ce que vous voyez là pour que ça marche. D'autant plus que, malgré tout ce qu'il a fait, il a tout en main. Il n'a pas pu réussir à mettre en place son propre programme. Le contournement de Cotonou, c'est où? L'aéroport de Glodjibé est où? Malgré qu'il n'a pas encore fini son mandat. Attendez, mais donc il fera le contournement de Cotonou dans 4 mois. Là. Qui sait? Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Il a vu lui-même, quand il est parti en France pour son premier voyage, ce qu'il a dit, c'est qu'il est dans un pays de désert de compétences. À 4 mois de la fin de son mandat. Qu'est-ce qu'il en a fait? Quand tu fais un constat négatif sur ton peuple et que tu es venu pour régler les problèmes, dès que tu trouves que c'est un désert de compétences, à la fin, il faut que ça soit maintenant, ça ne soit plus un désert de compétences. Il y a eu des réformes dans l'enseignement. Que ça soit la compétence même qui soit là, n'est-ce pas? Mais à la fin, c'est quoi? C'est qu'il a retrouvé des Béninois mendiants. Il a retrouvé... Oui, c'est la fin. Il a retrouvé des Béninois mendiants. Au début, il a trouvé que ce n'était pas ailleurs. Mais là, c'est des mendiants. Mais est-ce que ce n'est pas vrai, le diagnostic du chef de l'État? Ce n'est pas une question de diagnostic. Lui, il est là pour trouver les solutions. Mais avant les solutions, il faut le diagnostic. Mais tu as fait le diagnostic pour venir au pouvoir. Tu as fait ton diagnostic et tu viens au pouvoir, c'est comme un médecin. C'est comme tu es un médecin, tu as un patient. Et à tout moment, toi, tu ne fais que des diagnostics sur lui. Mais tu finiras par le perdre. Donc, tu finiras par le perdre. C'est ça le drame. Et c'est pour cette raison que compte tenu des qualités qui sont en notre sein, nous sommes en train de dire il faut restaurer d'abord l'image du chef. Nous voulons avoir désormais un chef qui incarne les deux pouvoirs. L'incarnation de la nation et l'homme physique. Et dès qu'il a l'équilibre des deux, il réduit son ego. Il devient un homme humble. Il devient un homme qui ne se voit pas dans tout. Et qui donne l'accès à tout le monde. Vous, Irénée Agbossa, vous avez vu combattre le président Boni Yayi entre-temps. Après, vous l'avez rejoint. Et ensuite, aujourd'hui, vous êtes resté un peu dans le silence et vous vous réveillez brutalement aujourd'hui pour combattre encore le régime du président Patrice Talon. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que vous dites? J'étais le premier dans ce pays à tenir mon discours à l'Infosec pour avertir qu'il ne faut jamais les hommes d'affaires au pouvoir. J'étais le premier. Mais vous avez un peu Attendez, j'étais le premier. J'étais le premier, même contre la volonté du président Boni Yayi, je le disais, pour dire le plus grand danger pour nous, c'est de laisser les hommes d'affaires au pouvoir. Parce que l'État, c'est pour régler les déséquilibres. L'État, c'est pour l'équité. Or, vous voulez mettre des gens qui n'ont que pour langage et pour objectif le profit. Oui, mais rien que le profit. Après, les textes font l'obligation de se détacher de ces affaires. Et dès que vous mettez le profit devant pour gérer l'État, nous sommes en face de ce que nous avons là. Oui, mais après, donc, et non seulement ça, vous êtes réveillé avec les démocrates. Non, pas du tout. Non seulement nous l'avons fait, nous avons continué à combattre, et vous oubliez que la fausse réforme des partis politiques qui est là a créé des problèmes à toutes les formations politiques en temps. Cette réforme erronée des partis politiques, donc, a fait que nous avons connu un problème. Parce que, évidemment, ceux qui sont venus au pouvoir, leur objectif, c'est de détruire tout le système partisan qui existait. Pour instaurer une machine. Le diagnostic était posé bien avant l'arrivée du régime. Ce n'est même pas dans ce sens-là. Ils ont instauré une machine qui a pour résultat ce que vous avez au Parlement. Un Parlement monocolore. C'est ça la réforme partisane. C'est ça ce que vous voyez. D'autant plus que cette réforme est si inadaptée que le père fondateur de la réforme n'a pas songé être membre d'un parti
Le président de la République est membre Il de quel n'avait parti? pas l'obligation. Non, tout de même, politique. il parle de réforme d'un parti politique qui doit conduire à ce que nous ayons des partis qui produisent des idéaux et produisent des cadres pour mieux gérer le pays. Mais lui-même, il n'est membre d'aucun parti. C'est la preuve de l'échec. C'est la preuve de l'échec même du système. Dans cette réforme, on était dans des systèmes où nous, on avait condamné pour dire « ça ne marchera pas ». Ça ne marchera pas. Ça nous va nous conduire dans du n'importe quoi. Mais on était très peu écoutés. Dieu merci, nous sommes vivants. Et chacun de nous est en train de croire maintenant que ça ne va pas et qu'il faille se conformer, bien sûr, à ce qui est là pour pouvoir rectifier. Nous sommes des démocrates. Il ne faut pas se mettre dans la nation. Pas fait depuis plus tôt? Pourquoi depuis plus tôt vous n'avez pas intégré un ensemble, si tant est que vous avez la conviction de combattre le système et que c'est à 4 mois ou à 5 mois de la présidence? Comment on combat le système à 3 mois, à 4 mois, etc. Ça, c'est pas ce que vous dites. On combattait le système de qui? C'est pourquoi, pour la création du parti, on nous a fait appel. Si on n'était pas parmi les combattants, pourquoi on nous a fait appel et nous a fait l'honneur de diriger quelle commission? La commission du diagnostic. Vous parlez tantôt de liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, les démocrates au pouvoir, vous allez remettre l'intégralité du droit de grève au secteur de l'enseignement, au secteur de la justice, avec les débats que nous avons connus par le passé? Nous allons réinstaurer la confiance. La confiance. Nous allons réinstaurer la confiance. Et vous êtes confiant dans un système où vous avez la possibilité de libérer la totalité de vos énergies. Vous n'êtes pas dans la confiance quand vous êtes dans un système d'oppression. Donc avec les démocrates au pouvoir, on reprend les droits de grève dans l'intégralité. Aujourd'hui, nous allons pouvoir faire le point. Et quand nous faisons le point, quand vous arrêtez les droits de grève, c'est pour quel objectif? Est-ce que c'est pour attirer les investissements? Ou bien c'est pour réduire la capacité des forces sociales à s'exprimer? Si c'est pour réduire la capacité des forces sociales à s'exprimer, il faut que nous revenions là-dessus, automatiquement. Et c'est ça ce que nous vivons. Quand vous réduisez les grèves, c'est pour permettre à quoi? Qu'on travaille et qu'on sente que c'est un pays qui travaille et qui attire plus d'investisseurs. C'est dans cette logique qu'on doit le faire. Et ceci en entente avec les forces et se fixant des objectifs pour dire tel que vous ne faites pas ça, nous aurons telle entrée. Et dès que nous aurons telle entrée, nous allons augmenter le SMIC. Nous augmentons le SMIC, vous allez augmenter la consommation. La consommation augmente, vous allez augmenter la production. Et du coup, les tasses qui sont sur vous vont se réduire. Et nous allons mettre en place une casse moyenne qui pourra permettre au pays d'émerger. C'est ça ce qu'on dit quand on veut faire une réforme. Mais quelle est la pédagogie de cette réforme? La pédagogie de cette réforme, c'est simplement réduire l'expression, la force d'expression. Le risque est là, vous constatez la continuité des services publics au niveau de la justice, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation, voilà, on n'a pas eu de grève. Au niveau de l'éducation, on n'a pas eu de grève, mais je constate que le premier magistrat du pays trouve que notre université ne forme pas. Oui, mais attendez, la réforme, si ça marche, on doit voir ça où? Mais c'est très tôt. Dans l'augmentation. Dans l'augmentation, bien sûr, du taux, du pourcentage du budget qui est consacré à la recherche, tout au moins appliquée. Je suis universitaire. Dans la corrélation qui doit exister entre les décisions de l'État et les recherches scientifiques. Vous ne pouvez pas dire qu'il y aura asphaltage à Cotonou, par exemple, sans aller voir les mémoires sur l'aménagement urbain de Cotonou. C'est aussi simple que soit. Moi, géographe, j'ai travaillé sur la commune de Glazoué en ce qui concerne la collecte des déchets solides. Si vous ne pouvez pas, vous voulez prendre une décision sur Glazoué, dans le cadre qui est une commune rurale, dans le cadre de la collecte des déchets solides, et que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le réflexe d'aller vers les recherches qui ont été faites dans ce sens, c'est que vous n'avez aucune notion du développement. Des experts ont été donc, associés. ce qui se passe, il y a toujours des études avant. Et ce que je vais vous dire, s'il y avait des études, par exemple, je prends l'asphaltage. Le premier problème à faire, vous savez combien nous avons besoin de mètres linéaires, de collecteurs primaires pour régler le problème d'inondation à Cotonou? L'étude a été faite depuis les années 70. 83 000 mètres linéaires de collecteurs primaires, les grands collecteurs, pour permettre à ce que nous collectons l'eau vers la lagune. Nous sommes à combien aujourd'hui? À moins de 40 000 mètres linéaires.
Et pour régler le problème de Cotonou, ce n'est pas que les goudrons dans les rues. Il faut surtout combiner ceci avec la question du niveau d'eau. C'est important. Donc, mais dès que vous ne mettez pas ça ensemble avec les recherches qui ont été effectuées par des étudiants qui aujourd'hui sont à des niveaux de décision et que vous pensez que vous pouvez vous seul par un rêve dire qu'il faut mettre tel projet en place, il est normal que vous qualifiez l'université de ce que vous êtes en train de dire. Et quand vous mettez une réforme en place qui tient compte du primaire, du secondaire, sans être en connexion avec l'université, vous êtes dans un rêve. L'enseignement, c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est pour vous dire que c'est pas la question de réduction des grèves qui règle le problème. C'est la question de règlement des conditions de vie des enseignants. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui manquent. La question de la formation de ces enseignants. La question du renouvellement du programme par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce que l'objectif du pays aujourd'hui, c'est quoi? Quelles sont les priorités dans le cadre du développement? C'est ça, c'est sur ça qu'on se base. Non seulement dans le pays, dans le cadre sous-régional, en tenant compte de l'environnement sous-régional et international, comment allons-nous intégrer nos recherches dans cette vision pour que nous soyons des élites et que nous puissions mettre quelque chose sur la table en ce qui concerne les échanges. Vous savez aujourd'hui que des étudiants ont été sélectionnés, on a pris des filières prioritaires, on a lancé un concours, certains iront à l'extérieur revenir, et même par rapport aux meilleurs... Dites-moi ces priorités. Même par rapport dites-moi ces priorités. Le secteur de l'alimentation, de l'agroalimentation, la technologie, le numérique, il y a plusieurs étudiants aujourd'hui, par rapport à certaines filières prioritaires de l'État, ont été recensés. Même les meilleurs candidats au bac, et ils iront à l'extérieur dans des écoles dignes du nom, à l'achat de l'État, évidemment, et ils vont revenir donc pour servir l'État. Est-ce que vous n'avez pas connaissance de ces réformes-là? Donc la réforme, ça c'est nouveau? Mais, vous savez depuis quand? Vous savez depuis combien de temps? Cette fois-ci on met... Non, c'est du nouveau. Est-ce que c'est du nouveau? Dites-moi. Les bourses, moi j'en ai eu. Oui, mais est-ce qu'avant l'État avait des filets prioritaires? Il y avait bien sûr la statistique et la planification. C'était une station prioritaire. Parce que nous avons... Non, cet aspect, ça existe. C'est la corrélation entre les décisions d'État et la formation qu'on donne à ceux-là. Si on suivait ça depuis, pourquoi le chef d'État dit que nous sommes dans un désert de compétences? Pourquoi il dit? Son président de la Cour constitutionnelle a été formé où? À l'université. Ce n'est pas son président. Non, le président, non, je dis son président, d'autant plus que c'est lui qui l'a nommé, et que je dis son président, parce qu'il peut le dire. Alors, mais il est formé où? La question de l'adéquation. C'est pour vous dire que ce n'est pas l'adéquation, c'est pas l'adéquation formation-emploi. Je dis la corrélation qui doit exister entre les décisions d'État et les recherches scientifiques. C'est important. Vous voyez le coronavirus. Pour prendre des décisions en France, vous avez vu qu'il y a eu un conseil scientifique. Très bien. Voilà ce qui se passe. C'est un exemple. Vous allez au Ghana, toutes les décisions qui sont prises, c'est à partir d'une recherche scientifique. Les universités sont là pour ça. Et des fonds sont alloués pour les recherches. Et permettre à ce que... Au Bénin également, dans le cadre de la gestion de la crise du coronavirus, au ministère de l'Enseignement supérieur, on a réuni des experts de cadre. C'est pourquoi je vous ai dit, dans toute décision, il faut se référer à ce que nous avons fait dans le cadre de la recherche scientifique dans ce domaine. Cela permet d'avoir une vue globale, d'apprécier tout ce qu'il y a à faire et de ne pas rester dans une vue restreinte et laisser d'autres aspects, ne pas s'occuper de ça et croire que c'est un seul aspect qui marche. Donc, c'est pour vous dire simplement que nous avons encore à faire. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas vouloir tout faire en 5 ans. C'est une vision globale qui doit être étalée sur le temps. C'est pourquoi si vous êtes pressé, si vous n'incarnez pas la nation et que tout revient à vous, vous voulez tout bloquer et tout faire à votre manière en 5 ans, ce qui n'est pas possible. Donc, c'est pour vous dire que nous avons le devoir, nous autres, et c'est ça qui nous anime, de rectifier cette rupture. Il faut la rectifier. Si nous ne la rectifions pas, elle va creuser plus les distensions.
elle va détruire la fierté d'appartenir à notre pays. Et dès qu'elle va finir de détruire cette fierté d'appartenir à notre pays, nous serons totalement dans le décor. Et c'est pour éviter cela que nous nous sommes mis ensemble pour permettre à ce que cette rupture connaisse une rectification. Oui, mais puisque vous êtes universitaire, est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de l'image que nous présentons à l'université? Pour parler du coronavirus, je vous ai dit, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, on a quand même réuni des experts par rapport dans le cadre de la gestion de la crise. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier qu'à l'université, on continue de former des milliers d'étudiants en linguistique, on continue de former des milliers d'étudiants en sciences juridiques, alors que la finalité, c'est le chômage, c'est que les gars finissent et puis ils restent chez eux. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas repenser un peu le système, tout le système au niveau du supérieur? On ne dénie pas la compétence des acteurs que vous êtes aujourd'hui à l'université, mais est-ce qu'il faut continuer avec ce schéma? C'est la problématique. La réforme universitaire ne se limite pas seulement à ce que vous dites. C'est une dimension. Mais vous êtes d'accord que c'est la problématique qui est posée? Non, c'est un aspect. C'est un aspect. C'est un aspect et tout est lié. Donc, nous n'allons pas, au cours d'une émission, juste et trouver toutes les solutions à cela. C'est pourquoi je dis qu'il faut revoir ça carrément. Il ne faut pas qu'on se lève pour dire, voilà comment ça se passe comme ça, et non. Et que c'est le problème de l'inadéquation entre la formation et l'emploi, etc., qu'il faut seulement régler. Il y a beaucoup de problèmes à régler. Si vous allez à l'université, si vous parlez de la logistique à l'université, c'est un autre problème de la logistique. Combien d'étudiants aujourd'hui sont prévus et combien peuvent aujourd'hui rester dans un cadre physique et recevoir les cours? Et que face à ces situations, est-ce que nous n'allons pas mettre le numérique et permettre à ce que les cours soient préenregistrés et que l'étudiant ait accès avec son inscription sur, bien sûr, un serveur. Les cours en ligne, ça a commencé depuis quelques mois. Donc, je peux vous dire que c'est avec beaucoup de lacunes. Avec beaucoup de lacunes. Avec le temps, ça va s'améliorer. Voilà. Donc, c'est une dimension assez et colossale. Il faut prendre en compte beaucoup d'aspects. Beaucoup d'aspects. Ce que vous évoquez, c'est un aspect important. Mais il faut absolument prendre en compte les autres aspects pour que nous ayons une réforme cohérente. Sinon, nous allons prendre un bout qui serait noyé dans tous les autres et ça ne donnera pas un bon effet. Alors pour les Donc, démocrates, ce qui est clair, c'était priorité parce que nous sommes pas dans ce qui est clair, vous avez envie de financer avec le système. Il va falloir y penser sérieusement et nous avons les compétences nous pour le faire. Au niveau des démocrates, sans doute que vous avez pensé. La priorité dans notre pays, c'est de restaurer d'abord la démocratie. Que tout le monde retrouve sa liberté et la confiance. Les Béninois vont et viennent, la démocratie. Je veux dire que nous allons retrouver cette liberté. Et qu'il y ait la confiance entre citoyens. Vous êtes sur ce plateau. Entre citoyens. La démocratie, ce n'est pas que... Je vous dis, entre citoyens, entre nous et les institutions de l'État. Et entre institutions et en fait entre le pays et la sous-région. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis. Le Parlement français a déclaré que nous avons des Béninois qui sont réfugiés politiques. Ce n'est pas moi. Donc ce n'est pas bon pour nous en matière d'image et de liberté. Oui, c'est justement ce que vous reproche le projet de société de parti ne fait pas la démocratie. Je vous dis simplement que cela n'est pas bon pour l'image de notre pays. Donc cela, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des critères pour définir ce qu'on appelle un réfugié politique. Votre projet de société, donc, nous avons cela qui est primordial. Il faut faire en sorte que nous retrouvions la liberté dans notre pays. Il faut que le Bénin soit prioritaire. La priorité, c'est le Bénin. Le Bénin avant tout. Deuxièmement, l'État. Troisièmement, le droit. Aujourd'hui, le peuple subit le droit. Or, le droit doit être au service du peuple. Le peuple subit le droit. Exemple, une élection municipale, on est en train d'élire les maires. Alors, il faut prendre une décision. Parlement, faites-moi sortir une décision. Ça se fait de cette manière. Mais quand il y a blocage, il faut débloquer. Attendez. Ça, ce n'est pas ce qui est normal. Ce n'est pas ce qui est normal. On veut aller à une élection législative. Tout le monde part. Au cours du jeu, on dit qu'il y a un truc de conformité. Allez, les partis de l'opposition ne peuvent pas aller. On a mis seulement parti et nous avons un parlement monocolore. C'est pas sérieux, c'est pas bon. C'est pas bon pour notre image. Il n'y a pas de démocratie sans l'existence d'une force d'opposition.
Si ce système avait marché, les 17 ans de révolution allaient nous permettre de bondir. Les Béninois, certainement, n'ont pas compris. On a fait 17 ans de régime dictatorial, choisi, soutenu par une idéologie. On n'en est pas, là. Ça n'a rien donné. C'est pourquoi nous avons été à la conférence nationale, pour changer, pour libérer les énergies et que les Béninois puissent travailler en confiance. Le Bénin n'est pas un pays de pagailleurs. C'est un pays qui se retrouve dans le travail et se donne quand ils sont en confiance. Allez voir les Béninois à l'extérieur. Moi, je suis en France, je vois comment les Béninois travaillent. Combien de Béninois vous voyez comme les autres nationalités en France? Non. Et voyez partout. Nous avons été au Congo, au Gabon, au Sénégal, partout. Nous ne sommes pas un peuple de pagailleurs. Nous sommes un peuple d'élite. Et quand vous avez un peuple d'élite, tout ce qu'il faut accorder à ce peuple, c'est la liberté, la libération des énergies. Et permettre à tout le monde de compétir. Et que le meilleur... Depuis 1990, on a libéré cette énergie-là depuis 1990. Et ça s'est arrêté à partir de 2016. Si vous estimez, mais quel était le résultat, fondamentalement? Le résultat, extraordinaire. Vous n'avez pas comparé avant 90 et après 90. C'est que vous n'avez pas vu cette comparaison. Avant 90 et après 90. Avant 90, on avait... Avant 90, dans tous les domaines. Infrastructure. Hein, du point de vue économique, du point de vue social, etc. Mais tout a changé. Nous sommes sur une bonne voie. Il faut seulement pas une économie libérale avant 90. Maintenant, nous avons adopté une économie libérale et nous avons vu l'impact. Évidemment, ça doit avoir, de ce point de vue-là, on doit forcément constater un changement. Parce qu'avant 90, tout était État. Donc après 90, c'est normal que, nous avons vu, que vous ouvrez. Et ça a marché. Et maintenant, aujourd'hui, il faut libérer encore plus les énergies. En quoi faisant? En diversifiant les opportunités. Et quand vous diversifiez l'opportunité, il ne faut pas que cela soit dans la main d'un clan, d'un petit groupe. Les opportunités diversifiées, vous les mettez à la disposition du grand nombre. Mais il n'y a aucune loi qui dit que c'est le clan qui doit participer aux appels d'offres. C'est un principe même économique. C'est un principe économique. Le monopole ne permet pas. Parce que quand vous remettez dans la main d'un clan, vous installez un monopole caché. Vous parlez de quel clan? Et quand vous mettez dans un clan et que vous mettez le monopole, la concurrence disparaît. Le prix est géré par un groupe et vous n'avez pas la compétence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que nous percevons. Moi, je vous donne un exemple simple. Je ne vais même nulle part. Ramassage d'ordures à Cotonou. La collecte, le stockage, la vente est géré par une seule structure. C'est un exemple. Allez voir les autres. Je vous dis ramassage d'ordures. Parce que simplement un cadeau qu'on lui a donné et elle a dû participer. C'est un exemple. Dans la gestion libérale, vous ne pouvez pas donner le monopole comme ça. Il faut permettre qu'il y ait une concurrence, qu'il y ait une compétition et que le prix va varier. Si quelqu'un ne le fait pas bien pour ta maison, que tu aies la possibilité d'aller vers celui qui fait bien. Ça permet à l'autre de s'améliorer. Et vous avez une amélioration du prix et de la qualité du service. Aujourd'hui, celui qui est là, s'il ne fait pas, tu consommes. S'il te fixe un prix, tu es obligé d'accepter. Non, nous avons dépassé cette étape. C'est qu'il y a d'opportunités dans le secteur. Il faut alors diversifier, moderniser et remettre ça à la disposition de plusieurs pour que ça marche. C'est ça le libéralisme. Le libéralisme économique ne veut pas dire que vous tenez le monopole. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. C'est ça ce qui a créé le problème. Donc, c'est de ça qu'il s'agit et c'est ça qu'il faut rectifier. Le principe d'aujourd'hui est qu'il faut des hommes forts pour conduire le peuple et que ceux-là vont conduire la richesse. C'est faux. Il faut une nation forte, une économie forte pour produire les hommes forts, les riches. C'est ça ce que nous avons fait. Donc, c'est ce que nous pensons et que nous allons réaliser avec la connaissance et la capacité que nous avons, l'expérience que nous avons aujourd'hui et permettre à ce pays de rebondir. Boniaï a laissé environ 40% des Béninois au chômage. Quand vous prenez les taux de chômage, vous prenez également l'indice du développement, vous constatez que le Béninois ne vivait pas aussi mieux il vous écoute. C'est vrai, sous le président. Quand vous prenez les statistiques, moi je mentis aux statistiques. Je veux parler du réel, je veux faire du factuel. Je veux faire du factuel comme vous le dites dans votre langage. Cette fois, si vous voulez les statistiques... Allez-y dans le factuel, puisque les statistiques viennent du factuel tout de même. On peut modifier les statistiques tout de même, mais le factuel est là.
Le réel aujourd'hui. Nous sommes à la veille de Noël. Baladez-vous à travers Cotonou. Mais vous savez... Nous sommes à la veille de Noël. Baladez-vous à travers Cotonou. Donc, c'est pour vous dire que, si en réalité, oui, ce qui se passe, c'est que les opportunités sont dans la main d'une minorité. Et cette minorité n'arrive pas à réinvestir, de peur qu'on constate que c'est cette minorité qui gère, elle n'arrive pas à réinvestir dans le pays. Et quand vous ne faites pas l'investissement, alors l'argent part. C'est tout le problème. La circulation de la monnaie horizontale marche, elle est à grande vitesse. Mais la circulation verticale de la monnaie a ralenti. Sa vitesse a ralenti. Et ce qui fait que le petit tailleur, le petit coiffeur, la petite dame qui vend un petit truc dehors, ne trouve plus ceux qui vont venir, alors, vers eux. On dit que c'est l'argent sale qui ne circule plus. C'est l'argent dont on a besoin pour manger, pour se soigner, qui ne circule pas bien. C'est ça qu'il faut dire. Et les bénévoles le savent. Mais ceux qui travaillent ont de l'argent. Le président de la République, lui, sait bien qu'il est à un niveau. Et la circulation horizontale marche. Dans sa catégorie, ça marche. Mais la circulation verticale a des problèmes. L'argent qui ne circule pas dans le pays, qu'il le sache, c'est ce qu'il faut pour manger, ce qu'il faut pour inscrire son enfant, ce qu'il faut pour soigner bien son enfant, suivre une grossesse d'une femme pour qu'elle aille accoucher dans de bonnes conditions. C'est ça qui manque dans le pays. Et ce dont on a besoin, c'est ce minimum. Et ce qui crée aujourd'hui l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté. Et de l'autre, vous avez une minorité qui s'enrichit et qui crée une faille au niveau du pays. C'est un peu une fracture, une faille sociale. Et c'est dangereux pour la suite. Est-ce que c'est parce que vous ne trouvez peut-être pas votre compte que vous estimez qu'il y a une minorité qui a tout en main? Quelle est cette minorité dont il n'en existe pas pour que nous puissions même trouver. Si le président Patrice Talon vous faisait appel... Si en existait, nous allons utiliser nos compétences. Si on vous faisait appel pour intégrer cette minorité... Nous allons utiliser nos compétences pour pouvoir en jouir. Si il y en avait. Oui, mais aujourd'hui, il faut que nous ayons des corriger pour le faire. Si on nous appelle pour corriger, ça serait dans le cadre d'une vision globale. Nous sommes d'accord. Et nous avons invité le chef de l'État à organiser. Et nous avons demandé qu'il organise quelque chose pour la paix et un dialogue plus approfondi. Nous ne sommes jamais contre. Nous ne sommes pas fermés. On dit d'organiser un dialogue pour qu'on puisse en discuter. Et nous allons parler, bien sûr, des séances de vérité. Et que chacun puisse se donner. Et c'est ce qu'on a fait à la conférence nationale pour relancer le pays. Nous sommes dans le contexte de la conférence nationale. C'est à lui de choisir le chef de l'État. C'est à lui de choisir. Il ne faut pas qu'il attende que le pire vienne. C'est à lui de choisir. Il a tout aujourd'hui pour pouvoir débloquer. Nous n'avons jamais fermé. On a dit même qu'il y a un dialogue. On a demandé qu'il y ait un dialogue. Donc, ça veut dire que nous sommes demandeurs. Le Bénin est spécial. L'opposition ne se ferme pas. C'est l'opposition qui est demandée. L'opposition court même pour participer aux élections. C'est le pouvoir qui met des barrières pour que l'opposition ne participe pas. Ailleurs, on demande à l'opposition et c'est l'opposition qui boycotte. Mais ici, c'est nous qui avons envie. Vous voyez combien de fois on s'est battu pour avoir le récépissé? Ailleurs, ça se donne. On demande même de venir prendre. Les gens refusent. Ils sont dans des systèmes tranchés. Nous avons dit non. Nous sommes prêts pour le dialogue. Qui a parlé du dialogue? C'est nous qui avons parlé du dialogue. L'opposition parle du dialogue. Donc, on sait que les contextes ont changé, on n'est pas en 90. Le chef de l'État, quel doit être le contenu de ce dialogue? C'est lui qui va pouvoir prendre, arracher, bien sûr, profiter de cette opportunité et mettre un contenu. Il ne faut pas qu'il fasse ce dialogue comme il a fait la fois dernière. Derrière, il doit avoir une idée. Il doit avoir nous avons notre idée, c'est clair, mais il faut qu'il invite et créer les conditions pour que nous puissions partager de ce que vous souhaitez avoir. Pour que nous puissions partager de ça, parler de ça. Le retour des exilés, ça c'est une condition du dialogue. Il faut que nous soyons tous là pour réfléchir et voir ce qui se passe si ça va mal. Mais on est plein avec la justice. Nous avons ça serait réglé. Ça serait réglé. Le président a d'ailleurs répondu à cette question. Il souhaite que les gens rentrent et qu'ils s'expliquent devant la justice. Ça serait réglé. Vous avez vu quand notre Nelson Mandela est venu au pouvoir? Vous avez vu comment ça s'est... La procédure, c'est en Afrique. Ça se règle. Nous ne sommes pas les premiers. Les exilés du Bénin n'ont pas le même destin. Et ce n'est pas la première fois que ça a été fait dans notre pays. Le président Émile Derlin Zissou était un exilé. Nombreux parmi eux étaient le président Amoussou était un exilé. Vous ne savez pas? Vous espérez... Le président, attendez, le président de l'Union progressiste était exilé avant 90. Mais il est revenu.
Il a été ministre d'État, président de l'Assemblée. Il a apporté ce qu'il connaît, sa sagesse, il a mis au service du pays. Aujourd'hui, il ne faut pas que nous reprenions encore la même chose. C'est ça que nous disons. On avait déjà connu ça et on a dit que ça ne se prenne plus, c'est fini. Il a des dossiers face à lui. Mais ça a été réglé. On a compris ce qui se passe. Ceux qui avaient des dossiers au tribunal ont été réglés. Les problèmes étaient réglés. Ceux à qui on a saisi les biens, ça a été réglé. Mais donc, ce n'est pas pour la première fois. Là, on dit les ressources publiques. Ce n'est pas pour la première fois. Il est revenu comme si de rien n'était. Pas du tout. Les problèmes qui sont liés à la justice seront confiés à la justice. Mais il faut que la justice ne soit plus aux ordres. La justice sera une justice qui inspire la confiance. Et qui fera que tout le monde va se mettre au service de la justice. Et je crois que c'est ce qu'il nous faut. Il faut ce climat d'apaisement. Et c'est nous qui proposons. Les forces de l'opposition dans l'ensemble proposent cela comme condition au dialogue. Nous allons permettre à ce que toutes les forces actives du pays soient au rendez-vous. Et que les Béninois règlent leurs problèmes entre eux. Ce pays sait comment régler les problèmes. La preuve, le président qui est au pouvoir, il était exilé. Donc. Il était parti. C'est la nation. C'est ça, la charge de notre nation. C'est le secret du Bénin. Lui a été pardonné, venu dans le pays. Et on lui a permis de participer encore aux élections. Et il a gagné. C'est ça, l'arme de notre pays. Il faut conserver ça. Il est le prototype même de celui qui ne doit jamais permettre ce qui se passe maintenant. Parce qu'il est le produit même de la chose. Il est le produit, lui. Lui, il était dehors. Il est revenu dans ce pays. On l'a accusé de tout. Le peuple l'a couronné. C'est ce peuple qu'il faut croire. C'est en ce peuple qu'il faut croire. Lui, il doit incarner ce peuple. C'est pourquoi je vous ai dit, il n'incarne pas la nation. Incarner la nation, il doit savoir d'où il vient. Et ce que le peuple lui a donné comme opportunité, lui, comme chance. Lui, il a une référence de l'histoire pour nous, pour la démocratie. Jamais en son temps, ce qui se passe ne doit se passer. Il doit être l'homme des libertés. Donc c'est lui, puisque le peuple l'a choisi pour la liberté. Et vous allez voir comment le peuple, va réagir face à lui aux élections prochaines. Parce que ce peuple sait réagir. Vous pensez qu'il s'il se représentait, il n'allait pas gagner? Dans tous les cas, nous savons que la dynamique de la victoire est de notre côté. Vous n'avez pas de pareil, vous ne savez même pas si vous iriez à une présidentielle, vous n'avez pas de pareil. Est-ce que vous comptez le combattre alors que vous n'avez pas de pareil? Non, pas de pareil. Très bien, il n'y a pas de loi supérieure au loi du peuple. Il n'y a pas de pouvoir supérieur au pouvoir du peuple. S'il y en a sur cette terre, c'est les lois divines et le pouvoir divin. Donc, vous courez déjà après dans les couloirs. Vous êtes dans les couloirs déjà pour négocier les parrainages. Je peux vous dire qu'ils sont obligés. Comme ils ont donné le récépissé, ils sont obligés. Ils sont obligés. Nous aurons le parrainage. Je vous le dis. Les bras croisés où vous courez déjà dans les couloirs. Nous allons discuter. Nous sommes dans une dynamique. Nous allons discuter. Quand nous nous sommes conformés aux tests au ministère de l'Intérieur, ça s'est passé. Ça va se régulariser. Le peuple, c'est le peuple qui demande, ce n'est pas nous. Et quand le président dit quelque part, l'élection serait une fête, les forces vont participer. Vous voyez ceux qui sont devant lui, qui sont censés être ses partisans, ovationnent, applaudissent. C'est l'aspiration du peuple. Le peuple veut ça. Et quand le peuple veut, il est obligé. Si les grands électeurs, comme lui le disait, détenaient le pouvoir, il a les maires, il a les députés, il a tout. Pourquoi il parcourt les communes? Pourquoi il parcourt? Il sait que le pouvoir n'est pas à son niveau. Le 5 avril prochain, il va perdre ce pouvoir et il ira à la reconquête du pouvoir. Ou il dit non. Pas le 5 avril. Bon, dans tous les cas, le 5 avril, il a eu que la Constitution l'amène au 11, au 20, etc. Le peuple lui a confié le 5. Vous oubliez, ce peuple a quelque chose dans la tête. Allez voir les Béninois, ils vont vous dire que le 5 avril, son mandat est terminé. Mais si son mandat est terminé le 5, si son mandat est terminé le 5, le peuple va renouveler ce mandat. À qui il veut. C'est pour ça d'ailleurs que lui-même, il parcourt les communes avec le risque. Il dit qu'il fait une reddition de comptes avec le risque, parce qu'on lui a confié un mandat. Avec le risque du Covid. On lui a confié un mandat, il fait une reddition de comptes. Non, il pouvait le faire. Il a dit qu'on n'a pas besoin d'un bilan. Il pourrait le faire aux grands électeurs. C'est simple. Mais il sait que le bas peuple a besoin de ça.
Il a besoin lui aussi de la chaleur de ce peuple pour savoir est-ce que si ce que j'ai fait est juste, est bon ou mauvais. Et c'est ça ce que le peuple a. Et notre peuple béninois. Vous ne répondez pas à notre question. Oui. Dites-nous, est-ce que vous négociez dans les couloirs les parrains déjà pour la présidentielle? Pour les présidentielles, si c'est les conditions qui sont posées, et puis nous ne voulons pas laisser la facilité, la voie libre à ceux qui sont là, et que le peuple exige que nous soyons, bien sûr, aux élections, ce que le peuple veut d'ailleurs, parce que nous ne ferons que la volonté du peuple. Les députés qui sont, même s'ils sont ceux qui sont là, ils viennent d'un village, ils viennent d'une commune, ils savent ce que vivent les populations, ils sont obligés d'aller vers des candidats. Oui, mais et ces candidats, nous serons dedans, et ce seraient les candidats de l'opposition. Oui. Quelle est la logique? Parce que vous tirez à boulet rouge tout le temps sur ce Parlement. Les élections communales, vous les avez contestées. Et puis, un beau matin, vous vous retrouvez à demander le parrainage de ceux-là que vous avez tout le temps entre griffes chargées. Vous savez, le peuple veut voir si tout ce qui a été mis en place arrive à satisfaire ses besoins. C'est terminé. C'est le marketing politique. Si tu peux être élu, tu peux tout. On peut tout faire. Il voit le maire, il voit le député. Mais il regarde comment lui vit. Si il vit mal par rapport à ton projet, tu es obligé par rapport au marketing politique et ton avenir politique d'aller dans le sens du peuple. Le président de la République, vous pensez que c'est de gaieté de cœur. Que lui-même, comme ce n'est pas ses prérogatives, il a été jusqu'à se dénoncer en disant « Je vais faire en sorte qu'ils aient leur récépissé cette fois-ci. » C'est une manière de se dénoncer, puisque ça ne le concerne pas. Est-ce que tout ça n'est pas dans la logique de réunir les forces comme vous réclamez d'ailleurs? C'est une pression du peuple. Aujourd'hui, il y a une pression du peuple. Il y a une dynamique au niveau du peuple qui veut qu'aujourd'hui, que les choses changent. Si ce qu'il a fait est bon et qu'il se déclare candidat, vous connaissez le Béninois? Il était en exil, il est venu ici. On a amené Zinsou avec les grands partis, tout ça. La FCBE, la RB, le PRD. Vous avez vu comment le peuple a agi? Le peuple a choisi, lui, qui a quitté l'exil. Aujourd'hui, ce peuple sait ce qu'il faut et les députés savent. Ils entendent ce que dit le peuple. Ils sont obligés d'aller dans la logique du peuple. Donc, je vous affirme que nous aurons le parrainage. Est-ce que vous avez une candidature à l'interne? La procédure de discussion de candidature à l'interne est définie par les tests et ça se fera. Et je pense que tous ceux qui sont candidats ne doivent pas attendre le jour de l'examen pour pouvoir commencer par réviser leurs leçons. Irene Agossa est candidat? Mais je me prépare à la candidature. Ça, c'est tout à fait normal. Je ne vais pas attendre le jour que le parti va dire voilà, pour dire que c'est en ce temps que je me prépare à être candidat. Ou bien, vous êtes déjà on ne décide pas d'aller à l'examen le jour où on déclare l'examen. J'ai pris ma décision de participer à la candidature au sein du parti. Ça, c'est une décision, c'est une volonté personnelle. Et ça, j'ai le droit de le faire en tant que membre du parti. Vous êtes un potentiel candidat. Donc, et je me battrai pour être le meilleur au sein du parti. Et ça, c'est une ambition. C'est mon ambition. Si en temps votre candidature n'était pas été rejetée par le parti, est-ce que vous allez vous conformer? Les critères qui seront définis par le parti, puisqu'il n'y aura pas, ça ne serait pas l'aveuglette. Donc, il y aura des critères. Je me bats pour remplir le maximum des critères. Et je me donne pour marge, pour dire que je serai le meilleur. Et j'ai les compétences pour cela. Je me prépare depuis. Je me préparais depuis pour ça. Si cela n'arrivait pas, est-ce que... La preuve, je compte sur le fait que ça peut ne pas arriver. Je ne suis pas Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est d'ambition, qui ne dise pas à côté que ça peut ne pas arriver. Je ne suis pas Dieu. Mais physiquement, avec les potentialités qu'on m'a données, que Dieu m'a données, alors je me préparais depuis pour être le meilleur. Donc, dès que les conditions seront posées, mises sur table, je vais les remplir intégralement. Donc, je suis déjà dans la peau de quelqu'un qui peut diriger le pays. Donc, je me donne déjà cela, cette vision. Comment incarner la nation et faire en sorte que les Béninois n'aient plus un président qui parle que de lui, qui ne voit que lui. Non. Quand on voit le président, quand on va me voir, il faut qu'on voit en moi et la nation et mes ambitions. Est-ce que les démocrates faisaient l'option plutôt d'une candidature externe? Candidature externe, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans tous les cas,
la candidature externe viendra remplir les conditions posées par le parti. N'est-ce pas? Donc, si même il y a des compétences, il y a des compétences, il y a des compétences. Le professeur Joël Aïvo, ce n'est pas grave. Si les conditions posées par le parti sont remplies seulement par un candidat externe, à quoi? Pourquoi? Nous sommes des démocrates. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas le jour de l'examen qu'on commence par réviser ces leçons. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai, faire la question de savoir est-ce que les démocrates pourraient porter la candidature d'un certain Joël Aïvo. Nous sommes en train, moi je pense que Joël Aïvo ne peut pas me battre au sein des démocrates. C'est pas possible. Il ne peut pas venir me battre au sein des démocrates. Comment vous en êtes sûr? Il ne peut pas, puisqu'il n'est pas démocrate. Il ne peut pas venir me battre sur mon terrain. C'est pas possible. Moi en tout cas, les conditions qui seront posées par mon parti, je vais les respecter et les remplir. Et je suis en train de me battre déjà pour. Oui, Irénée Agossa, enfin, lorsqu'on parle d'Irénée Agossa, c'est aussi ce coup passage à la SONACOP. On va pas vous prendre et ne pas quand même parler donc de cette page de votre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce coup passage? Surtout qu'après les critiques qu'il y a eu après de votre gestion, les critiques, on a même parlé de mauvaise gouvernance. Il y a eu des dossiers qui sont agités. 2 directeurs après moi. Vous êtes des journalistes d'investigation. Vous n'allez plus me poser la question. C'est l'opinion qui vous suit, qui a bien envie de vous entendre. Vous n'allez pas demander l'état de la nation aujourd'hui et aller poser la question au président. Non, justement, on veut comprendre. Au président Kékou. Ça dit que j'ai 2 directeurs oui, qui ont pris après moi. Lorsque vous étiez Attendez, là, je vous dis, il y a 2 directeurs oui. Bon, qui ont pris après moi. Et je suis le premier directeur à qui on a scellé le bureau pour faire les audits. Il semble que vous oubliez. Et je suis devant vous. Peut-être que les dossiers sont dans les tiroirs, pas encore peut-être sortis. Avec qui les fasse. Oui, mais personnellement, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? J'ai eu une expérience formidable. J'ai vu que les Béninois ont une certaine compétence. Ce que je retiens, c'est qu'il faut manager les Béninois. Moi, je suis venu à la SONACOP, je n'ai pas changé le chauffeur de celui que je suis arrivé à remplacer. Je n'ai pas changé de véhicule. Je n'ai pas changé de bureau. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas pris mon secrétaire dehors. J'ai changé aucun directeur. Je suis resté avec les mêmes compétences. J'ai amené personne de nouveau dedans. Ils sont là, ils m'écoutent. Et nous avons eu des bons résultats. J'ai payé tous les salaires. Autant la SONACOP est mort. Attendez, j'ai payé moi tous les salaires. Jusqu'au 13e mois, je le payais. Quand je suis resté, j'ai payé le 13e mois. Donc, vous voulez dire que l'entreprise était aussi viable? Cette entreprise, on peut la remonter. J'avais mon plan de redressement de la SONACOP sur 2 ans, présenté aux bailleurs et à tous les partenaires financiers au cours d'un conseil des ministres élargi et qui a été adopté. Je ne faisais pas un travail à l'aveuglette. J'ai été formé pour. Donc, et j'avais un plan de redressement. Accepté par le conseil d'administration, tout le monde. Suivi la réforme. Donc, ce qui est clair, au niveau du régime du nouveau départ. Je pouvais le faire. Et si vous voulez vous renseigner, ce n'est pas moi. Si je vous dis qu'il y a 2 directeurs qui ont pris par là avant moi, allez-y, ce n'est pas moi qui les ai nommés, ce n'est pas mon système qui les a nommés. Donc, si vous voulez mieux savoir sur ma gestion, allez vers ceux qui, en fait, auront du plaisir à parler de moi. De votre expérience, aujourd'hui, la réforme de la SONACOP. Je peux vous dire que ce n'est pas moi qui serais mieux placé à parler de moi-même. J'ai eu 2 directeurs après moi. Et il y a un liquidateur aujourd'hui, vous pouvez aller vous renseigner. Et aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, les réformes au niveau de la SONACOP, quelle lecture vous faites de ces réformes-là? Ah non, moi je suis là que je n'allais pas faire ce qui se fait. Ce qui a tué la SONACOP et ce qui est la réforme importante, même donc, que moi j'ai dans mon programme, c'est l'hydrocarbure. Vous savez, nous avons 2 piliers importants pour notre recette, la recette fiscale. Nous avons les autres prélèvements, le port et tout ce que vous avez comme impôts, etc., qui sont à part. Et vous avez les prélèvements sur l'hydrocarbure. C'est les 2 gros piliers que nous avons pour pouvoir équilibrer notre recette et agir sur l'équilibre au niveau du budget. Nous sommes le seul pays du UEMOA où nous sommes déséquilibrés. Le pilier que constituait l'hydrocarbure a été abandonné par une libéralisation sauvage
Et ça, ce n'est pas seulement au temps de Yahi, c'est depuis Soglo, depuis le président Soglo. Nous avons libéralisé l'importation. Nous avons libéralisé le stockage. Nous avons libéralisé la distribution. Allez me fouiller dans la sous-région. Quel pays a commis cette bêtise en libéralisant un secteur aussi vital à son économie, en libéralisant tous les domaines et laissant l'État maintenant en branle? Non, c'est faux. Au Togo, à côté, allez vous renseigner, ce n'est pas ça. Donc, le défaut, c'est là. Oui, mais avec la Sonacop, l'État était encore... Non, je vous dis qu'on a libéralisé le stockage, libéralisé l'importation, libéralisé la distribution. Et à quoi servait la Sonacop? Alors, et au même moment, il y a un système informel qui prenait en charge 90% de l'activité. C'est ça les véritables problèmes de la Sonacop. Et c'est à cela que moi j'ai trouvé solution. Et j'ai proposé des solutions adéquates. Et dans le cadre, bien sûr, de mon programme que moi je présenterai au sein de mon parti, c'est la réforme importante de l'hydrocarbure qui permettra de rééquilibrer les comptes de l'État et cesser la pression fiscale sur les individus, diminuer la pression fiscale, rééquilibrer les comptes de l'État et aborder maintenant un système financier équilibré. Donc, moi, les réformes de l'hydrocarbure n'ont pas été faites. Ce qui se fait au Parlement, c'est il faut revenir sur cette forme de libéralisation. On ne peut pas libéraliser le stockage ici. Non, je remets le stockage dans le domaine de l'État. Ça veut dire que nous allons faire des commandes sur de grands volumes et gagner, faire des économies d'échelle. Et nous allons libéraliser, bien sûr, la distribution. L'État ne va pas rester dans la distribution. Aujourd'hui, c'est ce qui est proposé par le gouvernement. Le stockage ne doit pas être libéralisé. Vous n'allez pas voir Oris, avoir Puma, avoir ses dépôts, etc. Ce n'est pas possible, ça ne se fait nulle part. C'est ici que vous avez ces désordres. Or, nous sommes un pays bien placé en matière de gestion de l'hydrocarbure, parce que c'est la porte ouverte sur l'Interland, le Niger, le Burkina et le Mali. Nous sommes le mieux placés. Et même le Nigeria, qui a besoin de systèmes de stockage et qui est sécurisé. Nous sommes un pays qui doit bénéficier, bien sûr, des retombées de l'hydrocarbure. Donc, je peux vous dire que dans mon programme, c'est un volet important et qui doit être fait dans l'immédiat, permettant que nous ayons des recettes et équilibrer d'abord les comptes de l'État et que nous ayons un système macroéconomique qui puisse tenir et que les dettes contractées aujourd'hui, comment on veut les payer et comment nous serons crédibles encore pour tenir avec des milliers de milliards de dettes qui sont contractées. Donc, il faut absolument prévoir un système pour cela. Et lorsque vous dites mes chers amis, donc c'est ce que moi j'ai tiré comme leçon et c'est la conséquence, bien sûr, que vous avez sur mon programme de développement du pays. Président Gossa, quand vous dites qu'on a libéralisé à la fois l'importation, le stockage, la distribution, alors à quoi servait la Sonacop? Dites-moi, la Sonacop servait. Vous avez dit bien sûr, c'est à vous de nous dire à quoi servait la Sonacop. Je vais poser la question aujourd'hui, comment les réserves stratégiques du pays seront gérées si on vend la Sonacop. Ils savent de quoi je parle. Je m'arrête là. Président Irénée Agossa, nous allons passer à une autre phase de l'émission pour permettre aux internautes donc, de mieux vous connaître au-delà de vos activités politiques et autres, et leur permettre quand même de savoir qui est Irénée Agossa, le citoyen simple tout court. Oui. Irénée Agossa, je suis de formation géographe de base. J'ai fait ma licence et ma maîtrise à l'université d'Abomey-Calavi. Mais mon troisième cycle, je l'ai fait à l'université de technologie de Compiègne, l'UTC, en France. Et là, j'ai fait le management et j'ai fait la qualité, c'est-à-dire que je suis manager qualiticien. C'est-à-dire que nous sommes chargés de la mise en place de la démarche qualité dans les entreprises, de la mise en place des normes, des revues de process, etc. etc. Donc, aujourd'hui, j'exerce carrément en tant que qualiticien. Et j'assiste, bien sûr, au niveau de l'UTC, mon professeur Jean-Pierre Calice, pour les autres activités pédagogiques. Nous avons œuvré pour que, là, je l'ai fait avec mon professeur que je remercie beaucoup, et la directrice de l'ENIAM, le recteur, pour qu'il y ait l'accord entre l'UTC et le Bénin, de manière à ce que l'ENIAM soit le point focal de la formation, de cette formation au Bénin. La formation que j'ai eue. Parce que ce qui manque à notre administration, c'est les process. Et avoir des indicateurs très flexibles.
renouvelable, et que simple à comprendre, et qu'on puisse prévenir le mal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'un système soit pourri avant de trouver la solution. Et pour trouver solution, c'est à travers les processus. Donc, il faut installer ces processus. Donc, nous avons besoin des ingénieurs qualiticiens. Nous avons besoin des masters en qualité et ceux-là, des enseignants en qualité, pour que nous puissions avoir les normes un peu partout. Ça, nous avons besoin pour notre administration. Et je pense que la vision étant cela, nous avons déjà œuvré pour ça au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. Mon travail aujourd'hui, c'est que je suis un expert aussi indépendant dans le cadre de la mise en place des démarchalités et que nous le faisons dans tous les domaines. Et je me force aujourd'hui à le faire avec un ami malien. Et ce n'est pas peut-être votre plateau ici pour la publicité, mais nous sommes en train évidemment, vous profitez de notre plateau pour mettre en place des démarchalités en ce qui concerne le processus électoral et faire en sorte que nous ayons un processus électoral. Alors il y a ça, dans l'espace UOMOA. Côté famille, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Côté famille, j'aime bien ma famille puisque j'ai 6 enfants. J'ai 6 enfants de 2 belles épouses que j'aime bien. Vous êtes polygame? Vous êtes polygame? Je suis polygame et avec, je ne sais pas si vous appelez ça la polygamie, puisque ce n'est pas la loi qui m'autorise, mais j'ai voulu être honnête envers moi-même. Quand on disait à mon père, pourquoi vous avez plusieurs femmes, il dit, j'ai voulu être honnête envers moi-même. Les 2 femmes que j'ai connues, je les ai mariées. Moi, je ne veux pas avoir de maîtresse. La gestion, ça se fait comment? Donc, la gestion, c'est une passion. C'est une passion. Dès que vous avez des épouses, ça devient un sacerdoce. Vous les aimez. Vous n'avez pas autre chose à faire que les aimer. Si vous ne taisez pas vos intérêts, vous êtes mort. Donc, vous n'avez qu'à les aimer sans intérêt. Et gérer cet amour avec les enfants. Mais c'est parce qu'on dit souvent, on dit que la polygamie, c'est un fardeau, c'est pas facile à gérer. La monogamie aussi n'est pas aussi facile. J'ai un frère aussi qui est monogame qui me dit, mais c'est pas aussi facile. Donc, rien n'est facile en fait. Mais c'est une passion partout. Il suffit de savoir s'y mettre. Si vous aimez votre femme, aimez-la profondément. Mais entre la politique et ça, j'ai tiré beaucoup de leçons. Parce que en gérant cet équilibre, j'ai vu comment on peut incarner une nation. Il faut gérer cet équilibre. Mais entre la France et le Bénin, les enfants, je ne sais pas, les épouses, comment ça se passe? Ah oui, ça se gère bien, puisque par trimestre, je suis régulièrement au pays. Mais avec la Covid, je suis plus installé ici. Donc nous faisons les cours à distance. Ça se fait maintenant. Donc je crois que c'est pourquoi je me dis que je suis en mission. Je suis carrément en mission pour venir ici. Parce que le temps de la Covid, l'opportunité des élections, la création des démocrates, tout ça, c'est une coïncidence qui me fait dire que je suis en mission. Et je pense que ma mission aujourd'hui, je ne sais pas, mais moi je crois qu'il y a des forces supérieures. Et quand il y a telle coïncidence dans votre vie, il faut vous laisser aller. Je ne veux pas hésiter, je n'hésite pas à me laisser aller. Je sais que j'ai quelque chose à faire dans mon pays, parce que sinon, je n'ai aucune raison d'être ici. Aucune raison d'être ici. Donc, je me suis retrouvé ici, c'est pour une mission. Et je vais l'accomplir avec fierté et engagement. Alors, Irénée Agossa, c'est vrai que vous voyagez souvent, vous êtes souvent à l'extérieur, mais au pays, est-ce que vous vous rendez souvent au village, vous vivez avec... Mais je vis au pays. Je vis au pays, je suis d'Agoni, je suis de Zonilando. Donc, mon papa et ma maman sont de Zonilando, donc je suis là. Et je suis marié, donc ma grand-mère paternelle est de Roko, donc écoutez, mon grand-père est mort à Ouagbou, donc c'est chez moi. Donc là, je devais connaître un peu une partie de ma famille à Gossa, à Ouagbou. Sinon, je suis là, donc on connaît. Donc je visite mon pays. Et là d'ailleurs, c'est pourquoi si je ne visite pas mon pays, je ne peux pas savoir ma candidature sur quelle étoile ça serait. Hein, c'est clair. Il doit y avoir quoi. Et quoi, il y a djé. Bokana djahidon. Djéona djahidon, mais. C'est le fa qu'il a dit. Non, ce n'est pas le fa. C'est-à-dire, et en fait, c'est une réalité de chez nous. C'est que il doit y avoir quoi. Va dire quelque part que Agossa serait le président, celui qui va remplacer Talon. Même dit que ça serait le candidat de l'aide démocrate. Il y a quoi, il y a quoi.
Et kako, et na dje. Dje kana dje ahido, ahio dje no dje. Et quand on a raison, on a goma dje. Ahika dje, et tu es la ronde. Vous allez certainement aller un peu en français pour les internautes qui ne comprennent pas le fond. Et na dje, ben la ronde, ben la djemi, avoy na imbo la djemi. Donc, en fait, moi, mon règne, pas mon règne, mais mon mandat est mis sous une belle étoile. C'est comme un marché. C'est comme un marché. Donc, les échanges seront florissants. La production serait à l'ordre du jour. Hein? La production serait à l'ordre du jour. On va vendre. Même les adversaires, leur bonheur est dans ce marché. Ils viendront tout prendre dedans. Nous allons créer le plus grand marché de la zone. Parce que notre projet, l'installation de la plus grande zone maraîchère dans la zone de Tori et autres pour régler le problème d'inondation à Cotonou, personne n'y a pensé. C'est sous notre mandat que ça va se réaliser. Les zones qui vont se mettre en place, les zones de pôles de développement, le pôle Ilara, Abouki, ça dit que Pobé, Ilara, et là, la zone de Pobé, qui est un grand pôle de développement. Sémé n'est pas un pôle de développement dans mon projet. Le pôle de développement, c'est la zone d'Aboki, là-bas. Et nous allons, l'aéroport pour nous, ce n'est pas Godibé. L'aéroport, c'est dans cette zone. Et l'autre aéroport pour nous, ça serait dans la zone de Niki. L'autre aéroport pour nous, c'est dans l'autre extrême vers le Nigeria, au niveau de Malanville, de Karimom et autres. C'est ça, les pôles de développement chez nous. Parce que nous allons créer un espace d'échange vaste et permettant aux Béninois de vivre. Nous sommes un pays de florescence. On revient donc sur le projet de société du candidat. L'étoile de mon mandat, c'est le marché. Et ça, tu ne peux pas le faire sans la confiance, sans que les Béninois ne soient libres. Donc, ces gens vont travailler. Vous aspirez à diriger ce pays. Déjà, dites-nous, quel est l'homme politique qui vous a le plus marqué? L'homme politique qui m'a le plus marqué dans mon pays. Ça, vous serez peut-être surpris. Et dans la conception de l'État, parce que il y a deux hommes, enfin, je ne peux pas, c'est une combinaison. Si vous prenez dans la conception de l'État, la gestion de l'État, je vais dire l'homme physique, la gestion de l'État, j'ai une référence, c'est le président Soglo. Mais dans l'incarnation de la nation, le père de la nation, j'ai une autre référence, c'est le président Mathieu Kérékou. Malheureusement, les deux ne s'entendent pas. Donc, en fait, mais j'ai eu la chance d'être nommé sous le général Kérékou que j'ai côtoyé. Et j'ai eu la chance aussi de beaucoup côtoyer le président Soglo. Donc, je suis la symbiose de ça. Et je vis de ça. Les deux présidents qui m'ont marqué, moi, c'est le président Kérékou dans sa capacité d'incarner la nation et le président Soglo dans sa vision d'homme d'État, dans la gestion d'État. Vous êtes aujourd'hui avec le président Boni Yayi. Je suis avec le président. Vous arrivez Le président Boni Yayi a fait l'effort d'être la synthèse des deux. Suivez-le. D'être la synthèse des deux. Mais lui, il a mis beaucoup plus l'accent sur un aspect, son aspect religieux. Vous allez constater, c'est son aspect religieux. C'est cet aspect. Mais Yayi Boni, si vous le suivez, c'est la synthèse des deux. Il n'a pas pu réussir totalement, puisqu'il a eu un penchant plus religieux. Plus religieux. Donc, et c'est ça. Et vous allez voir que sa référence à tout moment, c'était ces deux chefs d'État à qui il rendait visite régulièrement. Contrairement à celui qui est là, qui rend visite à personne. C'est Napoléon dans sa cour et qui doit pouvoir, en fait, le grand Jupiter qu'on doit voir. Vous n'allez pas le dire. Donc, c'est ça. Vous ne savez pas. Donc, c'est le contraire de celui qui est là que moi je suis. Hors des caméras, il y a peut-être des choses qui... Il y a des centres téléphoniques que vous ne maîtrisez peut-être. Dans tous les cas, s'il y avait des centres téléphoniques, au début du mandat, vous avez observé. J'allais le sentir, bien sûr, en côtoyant ces derniers, c'est-à-dire le président Kérékou, le président Yayi Boni et le président Soglo. Je le souhaite vivement, parce qu'il faut une continuité de l'État. Là, il faut les autres. Vous allez même aux États-Unis. Vous allez voir toujours le poids qu'on donne aux anciens chefs d'État. Partout, même au Ghana à côté. Je ne vais pas loin. Au Ghana à côté, voyez le poids qu'on donne aux chefs d'État. Est-ce que c'est facile lorsque vous avez un ancien président comme Boni Yayi, un ancien président comme Nicéphore Dieudonné Soglo, qui sont toujours actifs sur le terrain politique, qui parfois même se montrent comme des concurrents du président actuel? Est-ce que ce n'est pas difficile? Ils sont concurrents, mais ils ne sont pas éligibles.
Donc ils ne sont pas des ils drainent quand même. Ce ne sont pas des concurrents dangereux. Ce ne sont pas des concurrents dangereux. Ce ne sont pas des concurrents dangereux. On a réglé ça. Vous croyez que le concurrent comme Yahi n'est pas dangereux? Yahi n'est pas le danger, pas du tout. Non, le président Soglo n'est pas le danger. Si vous ciblez aujourd'hui le président Soglo comme un danger, non. Et le président Yahi comme un danger, non, vous avez mal apprécié la chose. C'est des ressources, c'est des ressources indispensables pour pouvoir continuer la bonne gestion du pays. Donc c'est dans ce sens. Aujourd'hui, ceux qui sont les dangers, ceux qui sont les concurrents, c'est nous autres. C'est nous qui sommes dynamiques. Autour de ces anciens présidents. Autour de ces anciens, parce que nous savons que ce n'est pas là qu'il faut créer la rupture. La rupture, il faut créer ça dans les mauvaises habitudes. C'est ça ce que nous allons faire. Donc il faut créer la rupture ailleurs. C'est pourquoi nous devons modifier cette rupture et régler le problème de l'inversion des normes. Les Béninois aujourd'hui craignent le bien et s'accommodent au mal. Ce n'est pas possible. Nous n'allons pas laisser cette culture s'installer. Nous devons imposer le bien pour détruire le mal. Imposer, c'est la dictature. Non, on impose le bien à ceux, en fait, qui veulent nous imposer le mal et que nous craignons le bien. Non, ce n'est pas possible. Nous n'allons pas le faire. Alors, quel plat préféré de chez dont vous aimez bien manger? Oh, je prends, sans hésiter, le plus simple possible, du moyo avec de la cassa. Ça, c'est mon plat le plus préféré. Si vous m'invitez, un petit poisson fumé. Et souvent, simple chose, juste du piment et quelques oignons, de la tomate. Alors, quel est le trait principal que Irina Gossa recherche chez un homme? Qui? Je n'ai pas compris. Le trait principal que vous recherchez chez quelqu'un? Oh, je recherche quelque chose d'important, ça c'est l'écoute. L'écoute. Ce que je recherche chez l'autre, c'est l'écoute. En dehors de vos épouses, est-ce qu'il y a une autre écoute, cette oreille-là à qui vous vous confiez souvent dans la vie? J'en ai pratiquement pas, je pense que j'ai mes enfants. Justement, vos enfants, qu'est-ce qu'ils pensent de vos activités politiques, le risque et tout? Ils se sont adaptés parce qu'ils m'ont vu dedans. Est-ce qu'il y en a qui s'intéressent à la politique? J'en ai pas trouvé, peut-être le Benjamin. Peut-être le Benjamin, lui, avec son élan. Il a été toujours élu responsable de classe, comme j'ai été responsable de classe. J'ai vu qu'il a commencé donc à Pierre avec son allure. Je pense que celui-là, il va être quelque chose. Il aime diriger, etc. Peut-être ma fille aussi, avec sa capacité, mais elle est un peu plus timide. Je crois plutôt au Benjamin. Mais je ne sais pas l'étoile qui leur est réservée. Seul Dieu. Il paraît que j'étais aussi très timide quand j'étais petit. Alors, nous allons finir cette émission, mais avant, on va vous laisser quand même dire ce que vous avez à dire pour conclure, bien sûr. Oui, je conclue cette émission bon, pas conclure, mais je laisse encore une ouverture parce qu'on ne conclut jamais une émission, il faut laisser la possibilité. J'ouvre la possibilité sur le débat de la corruption. Quand on veut lutter contre le diable, on loue Dieu. Quand on veut lutter contre le diable, on loue Dieu. On n'allait pas dans une église où on crie contre le diable et on loue le diable. Non, mais on a lutté contre la corruption. La lutte contre la corruption, il faut laisser la corruption tranquille. Il faut faire la promotion des valeurs. Aujourd'hui, nos enfants n'entendent que détournement, vol, mauvais concours, etc. Il faut sanctionner. Ce n'est pas ça qu'on va promouvoir. Ce qu'il faut promouvoir, c'est les valeurs. Meilleur journaliste de l'année, meilleur dirigeant, meilleur ça, meilleur. Et il faut promouvoir les valeurs. Et quand vous instaurez cette promotion, vous allez cultiver l'excellence. Et quand vous cultivez l'excellence, il y aura toujours des vous allez minimiser la corruption. Et pour mettre fin à la corruption, je vous ai dit, il faut mettre les process en place. Anticiper. Anticiper. Ne pas laisser dans le trésor public quelqu'un prendre des milliards. Où sont les processus pour que les indicateurs puissent montrer déjà qu'il y a quelque chose qui va mal? Nous sommes en plein 21e siècle. Il faut alors mettre en place les processus. Il ne faut pas détruire l'État et installer que des agences. Non. L'État, c'est la puissance.
C'est ça qui confirme l'existence de la République. Les agences réduisent, la lenteur administrative. Je vous dis, nous pouvons régler le problème de la lenteur administrative à travers une administration moderne. Et c'est ça, nous, notre programme. Et je peux vous dire que, désormais, comme je le dis aux gens, ne serait-ce que par ma foi, la conviction qui m'anime, mon engagement et l'amour et l'attachement que j'ai pour mon parti, nous sommes sur une dynamique de victoire. Et ce peuple désabusé va nous accompagner sur ce chemin de la victoire. Et nous allons gagner. Nous sommes là pour les rassurer sur la voie, pour dissiper la peur et leur rassurer que le pouvoir, c'est à eux. Si le pouvoir n'était pas à eux, le président allait rester dans son palais. Pourquoi il descend? Et pourquoi il continue encore de les voir? Parce que c'est à eux le pouvoir. Et c'est à eux de juger dans très peu de temps. Quelle que soit la date, l'heure, le jour, c'est à eux d'aller voter. Et je connais ce peuple, ils savent sanctionner. Ils savent sanctionner. Ce peuple sait sanctionner. Et nous allons vivre cela et permettre à ce que la souveraineté nationale revienne au peuple. Et moi, je me suis engagé à pouvoir être parmi ceux-là, mais seulement à travers les exigences et les critères de mon parti politique. Je suis fermement accroché au parti politique et c'est dans ce creuset qu'on peut avoir les qualités d'un bon dirigeant. Le Bénin n'a jamais eu depuis 1990 un produit d'un parti politique. Le bilan aujourd'hui, c'est le bilan de ceux qui viennent se jeter dans la politique et viennent apprendre la gestion de l'État à la tête de l'État. Il faut qu'on en finisse avec. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous Irénée Agossa et j'étais en studio avec Arnaud Doumanhou du site d'information Le Portail. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci à vous tous.